Pour Berlin semblait s'être figé au moment où le nom de Gerhard Schröder résonna à nouveau, tel un coup de tonnerre, dans toute l'Allemagne. L'ancien chancelier, l'homme qui avait autrefois dirigé la plus grande puissance européenne, brisa soudainement le silence et prononça des mots qui se répandirent immédiatement dans tous les fils d'actualité. Il ne parlait pas simplement comme un politicien à la retraite, il parlait comme un homme qui en avait assez de voir le pays qu'il avait construit se transformer en une arène d'intérêts étrangers. Son discours sonnait comme un cri du cœur, et tous ceux qui ont entendu ces mots ont compris qu'il ne s'agissait pas d'une simple interview. C'était un signal qui pouvait avoir de graves conséquences. Dans son discours, Schröder parlait calmement, sans émotion excessive, mais dans chacune de ses phrases, on sentait de la douleur et de la fatigue. Il a accusé les politiciens allemands actuels d'avoir vendu l'indépendance du pays en échange de la promesse de soutien d'alliés qui ne se soucient que de leurs propres intérêts. Il a rappelé comment l'Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale, avait progressivement retrouvé sa force économique, comment des millions de personnes avaient travaillé pour que le pays devienne un symbole d'ordre et de progrès. Et maintenant, selon lui, tout cela est menacé. Les paroles de Schröder ont résonné avec une acuité particulière dans le contexte de la crise croissante au sein de l'Union européenne. Il a déclaré ouvertement que Berlin avait cessé d'être maître chez soi et que les décisions prises à Bruxelles allaient souvent à l'encontre des intérêts des Allemands ordinaires. Ces mots, prononcés par un homme qui était autrefois au centre du pouvoir, ont choqué non seulement les cercles politiques, mais aussi les citoyens. Les réseaux sociaux se sont remplis de discussions, de mèmes, d'accusations et de commentaires enthousiastes. Certains l'ont traité de traître, d'autres de seul à avoir osé dire la vérité. Dans les coulisses du Bundestag, la panique a commencé. Les députés tentaient de comprendre ce qui se cachait derrière les paroles de l'ancien chancelier. Certains affirmaient qu'il s'agissait simplement d'une tentative de se rappeler à l'attention, d'autres que Schröder savait parfaitement quelle force il avait touchée et qu'il le faisait sciemment. Après tout, il avait derrière lui une expérience politique colossale, des relations, une compréhension des mécanismes du pouvoir. Il ne pouvait pas simplement lancer de telles accusations. Chacune de ces allusions sonnait comme un avertissement, comme s'il disait « Vous êtes allé trop loin ». Pendant que l'establishment politique cherchait fébrilement des moyens de neutraliser l'effet de sa déclaration, les journalistes tentaient de creuser jusqu'au fond des choses. Lors des conférences de presse, les ministres éludaient les réponses directes, se contentant de phrases sur l'opinion personnelle de M. Schröder. Mais tout le monde comprenait qu'il ne s'agissait pas d'une simple opinion personnelle. C'était un coup porté au cœur même de la politique allemande, à sa dépendance, à la perte de confiance du peuple, à la crise morale qui couvait depuis longtemps. La partie de son discours, où il parlait du rôle de l'Allemagne dans les conflits qui se déroulent en dehors de ses frontières, a résonné avec une force particulière. Schröder a rappelé que le peuple allemand n'avait pas voté pour participer à des guerres étrangères, qu'il ne souhaitait pas être un pion dans un jeu étranger. Il a appelé à un retour au bon sens, à cesser de suivre des décisions dictées de l'extérieur. Cette partie du discours a suscité un torrent d'applaudissements parmi ceux qui sentaient depuis longtemps que le pays perdait son identité. Mais il y en avait d'autres, ceux qui ont interprété ces paroles comme une atteinte à l'unité nationale. Certains politiciens ont ouvertement exigé que Schröder soit privé de tous ses titres honorifiques, affirmant que sa position menaçait la stabilité de l'Europe. Cependant, plus ils le critiquaient, plus le soutien du peuple se renforçait. Partout dans le pays, des groupes de personnes se sont formés, se disant partisans d'une nouvelle voie. Ils partageaient des extraits de son interview, citaient ses mots sur l'indépendance et la responsabilité, organisaient des rencontres et des discussions. Pendant ce temps, une véritable tempête se déchaînait dans la presse internationale. Certains analystes occidentaux qualifiaient Schröder de politicien pro-russe. D'autres reconnaissaient
qu'il y avait une part de raison dans ses paroles. Beaucoup ont rappelé que c'était lui qui était à l'origine de la coopération énergétique avec l'Est, grâce à laquelle l'Allemagne avait bénéficié de ressources bon marché et d'une forte croissance économique. Maintenant, alors que la situation avait changé, il semblait rappeler au pays les principes oubliés du pragmatisme. Berlin s'est transformé pendant quelques jours en centre de l'attention mondiale. Caméras de télévision devant son bureau, interviews constantes, reportages, tentatives de saisir chaque nouveau mot. Schröder s'est comporté calmement. Il ne s'est pas justifié et n'a pas retiré ses paroles. Au contraire, dans une interview ultérieure, il a déclaré « Si la vérité provoque une tempête, c'est qu'elle est nécessaire ». Ces mots sont devenus une citation reprise par des milliers de personnes sur Internet. On ne peut pas dire que son discours ait tout changé en un instant, mais il est certainement devenu un point de départ. Il a mis à nu ce qui se murmurait depuis longtemps, une crise de confiance, une lassitude de la société, des doutes sur la voie choisie par la direction actuelle. Et peut-être, cette reconnaissance est devenue l'explosion dont tout le monde a parlé plus tard. Schröder n'a pas promis de révolution. Il a simplement rappelé que l'Allemagne n'est pas un instrument entre des mains étrangères, mais un peuple avec une histoire, avec une dignité, avec sa propre vérité. Ces paroles, prononcées avec une calme assurance, ont résonné dans toute l'Europe. Et Berlin, habitué aux tempêtes politiques, a cette fois senti un véritable tremblement sous ses pieds. Après le discours de Schröder, qui avait déjà divisé la société en deux camps, l'Allemagne s'est plongée dans un état d'attente tendue. Tout le monde comprenait que ce n'était que le début. Ses paroles sur la dépendance de Berlin à l'égard de centres d'influence extérieurs, sur la perte de volonté et de dignité nationale, ne pouvaient rester sans conséquence. Quelques jours plus tard, il est apparu à nouveau, calme, concentré, confiant, mais avec un nouveau message, encore plus net et direct. Il ne parlait pas seulement de l'Allemagne, mais de toute l'Europe, affirmant que le continent se perdait progressivement, se transformant en un champ de jeu et de stratégie étrangers. Ce deuxième discours était une sorte de révélation. Schröder a parlé des mécanismes internes de l'Union européenne, de la manière dont les décisions étaient prises non pas démocratiquement, mais en coulisses, sans tenir compte de l'opinion des peuples. Il a décrit une atmosphère de pression où les dissidents sont isolés et où toute tentative d'objection est interprétée comme une trahison des valeurs communes. Nous appelons cela l'unité, mais en réalité, c'est la soumission, a-t-il déclaré, et la salle s'est figée. Ces mots ont eu l'effet d'une bombe. Même ceux qui le critiquaient auparavant ont été forcés de reconnaître qu'ils avaient du sens. Il a poursuivi en expliquant que l'Europe, autrefois construite sur les idées de paix, de justice et d'égalité, s'était transformée en une machine bureaucratique où les destins humains avaient depuis longtemps cessé de signifier quoi que ce soit. Il a rappelé comment l'Union européenne avait autrefois promis la prospérité et la sécurité et apporte maintenant au pays des dettes, de l'inflation et des prix de l'énergie en hausse. Ces paroles sonnaient comme une condamnation, mais aussi comme un appel à ramener l'Europe à ses origines, à la liberté de choix, à la responsabilité envers ses citoyens. Pendant qu'il parlait, les visages des auditeurs reflétaient un mélange de choc et d'admiration. Certains députés dans la salle ne s'attendaient manifestement pas à entendre une accusation aussi directe. Il a déclaré que l'Europe avait cessé d'être une union de peuples, se transformant en une union d'intérêts. Les décisions ne sont plus prises pour le bien des gens, mais pour le bien des entreprises, des banques et des blocs stratégiques. Et l'Allemagne, selon lui, est devenue le principal instrument de ce mécanisme, perdant ainsi sa souveraineté. Après le discours, la panique a commencé à Bruxelles. Les fonctionnaires européens ont tenté de minimiser la portée de ses paroles, affirmant qu'il s'agissait de l'opinion d'un homme qui avait quitté la grande politique depuis longtemps.
Mais il était trop tard. Les paroles de Schröder circulaient déjà sur tout le continent, suscitant des débats passionnés dans les parlements et dans les rues. En Autriche, en Italie et en Hongrie, les politiciens ont commencé à citer ces phrases, parlant de la nécessité d'un nouveau regard sur l'Europe. Ce n'était pas simplement une déclaration politique, c'était un défi au système. La presse allemande s'est divisée le jour même. Certains journaux accusaient Schröder de déstabilisation, d'autres admiraient son courage. Les journaux ont publié des articles d'analyse sur l'explosion politique et sur le début possible d'une nouvelle ère. Sur les réseaux sociaux, des millions d'utilisateurs ont discuté de ces idées, ont partagé leurs réflexions sur le fait qu'il était peut-être temps de revoir la direction dans laquelle l'Europe évoluait. Son propos selon lequel les pays qui oublient leurs racines perdent leur avenir a suscité une attention particulière. Il a déclaré que l'Europe ne peut pas exister sans respect pour les cultures, les langues et les traditions nationales, qu'il est impossible de construire l'unité sur la peur et la soumission. Ces paroles ressemblaient à un manifeste, adressé non pas aux politiciens, mais au peuple. Il parlait simplement et clairement, comme s'il s'adressait à chaque habitant de l'Europe personnellement. Certains experts ont affirmé que le deuxième discours de Schröder était tout aussi bien pensé que le premier. Il ne se contentait pas de critiquer, il proposait une voie. Il a parlé de la nécessité d'un dialogue honnête entre les pays, du fait que le monde n'a pas besoin de nouveaux conflits, mais d'un retour à la confiance. Il a appelé les dirigeants européens à cesser de jouer à la politique des blocs et à réfléchir au continent qu'ils laisseraient à leurs enfants. Pendant ce temps, des choses étranges ont commencé à se produire à Berlin. Plusieurs chaînes de télévision ont refusé de diffuser son interview complète, invoquant des raisons éditoriales. Mais cette décision a suscité encore plus d'intérêt. Les gens ont commencé à chercher l'enregistrement complet sur Internet, à le regarder par millions. C'est devenu un phénomène viral, et tous ceux qui l'ont écouté ont senti qu'ils entendaient non pas simplement les mots d'un politicien, mais la voix d'une génération déçue. Le lendemain, une foule s'est rassemblée au centre de Berlin. Les gens tenaient des pancartes avec des inscriptions. « Rendez-nous notre voix, l'Europe pour les peuples, pas pour les élites. » Parmi eux, il y avait des jeunes et des personnes âgées, des ouvriers, des étudiants, des retraités. Tous ont déclaré que pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un avait dit ce qu'il pensait. Il voulait du changement, pas une révolution, mais la vérité. Bruxelles a répondu durement. Plusieurs responsables ont ouvertement accusé Schröder de saper la solidarité européenne. En coulisses, la possibilité d'ouvrir une enquête contre lui pour discréditer ses paroles était discutée. Mais plus il était critiqué, plus il devenait un symbole de résistance au système. Ses portraits ont commencé à apparaître sur des affiches et sur Internet, à côté de slogans sur la liberté et l'indépendance. Schröder n'a pas reculé. Il a donné une autre courte interview où il a déclaré « Je ne suis pas contre l'Europe. Je suis contre sa transformation en un instrument de pression. L'Europe doit être une maison, pas une caserne. » Ces mots sont devenus une citation reprise par les journalistes et les analystes du monde entier. Beaucoup ont compris que l'ancien chancelier n'exprimait pas simplement une opinion, il formait une nouvelle idée autour de laquelle une partie de la société pourrait se rassembler. Sa révélation est devenue un point de départ pour discuter de l'avenir de l'Europe. Elle a fait réfléchir aux limites du pouvoir, à la liberté d'expression, au coût réel de l'unité. En Allemagne, des débats internes ont commencé. Les politiciens ont essayé de répondre à des questions qu'ils essayaient d'éviter auparavant. Peut-on faire partie d'une union et rester indépendant? Peut-on défendre les intérêts de son pays sans devenir l'ennemi des autres? Le monde observait. Certains le considéraient comme un idéaliste, d'autres comme un pragmatique, un troisième comme un rebelle dangereux. Mais tous ont reconnu qu'il avait abordé un sujet qui ne pouvait plus être passé sous silence.
L'Europe était réellement à la croisée des chemins, et sa voix, calme et assurée, rappelait que chaque peuple a le droit de choisir. Quand, une semaine plus tard, les passions se sont un peu calmées, les analystes ont qualifié le discours de Schröder de moment de vérité. Il a divisé l'Europe en ceux qui croient au vieux modèle et ceux qui veulent du changement. Et bien que beaucoup aient essayé de faire comme si rien ne s'était passé, tout le monde a compris que c'était un tournant. L'Europe ne sera plus jamais la même, parce que quelqu'un a osé dire la vérité.